Bien, bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord remercier vivement l'école d'art d'Alvar, tout particulièrement Anne Cochet, d'avoir pensé à moi pour cette biennale consacrée à l'Amérique du Sud. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'Amérique du Sud, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Mon travail principal, ça consiste à regarder, à écrire. Mais il se trouve qu'avant de revenir m'installer dans ce pays de cocagne, où l'air est si merveilleusement frais et sec, j'ai passé 7 belles années de moiteur moustiqueuse en Guyane, en Amazonie. Et j'en ai tiré la matière d'un livre qui s'appelle L'éloignement. À mon retour, 5 années en fait après mon retour, j'ai écrit ce livre parce que il y avait manifestement des choses que j'avais vécues là-bas et qui demandaient avec insistance à être dites. Moi, j'étais très feignant, j'avais pas du tout envie d'écrire, mais ces choses-là revenaient et visiblement exigeaient que je fasse quelque chose. Et je pense que l'écriture, c'est un bon moyen de s'alléger, c'est un bon moyen aussi de voyager dans le temps et dans l'espace, un des seuls moyens de voyager dans le temps et dans l'espace avec la musique, l'art en général. C'est en outre beaucoup moins cher que de payer un billet d'avion Paris-Cayenne, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de parcourir, de faire une sorte de petit voyage verbal à travers la première partie de l'éloignement pour une approche sensible de l'Amazonie, de la forêt. Je pense que ça va rappeler des souvenirs à quelques-uns d'entre nous. Tout commence dans un petit village dont on a parlé tout à l'heure d'ailleurs, à Maripasoula, au bord du fleuve Maroni. Nous sommes à 500 km de la côte. On ne peut rejoindre ce village qu'en pirogue ou en avion. C'est à la frontière avec le Suriname, dans un village qui est peuplé essentiellement de Bushinengue, Aluku, les descendants d'esclaves marronais du Suriname, et d'Amérindiens Wayana. Moi, j'avais toujours essentiellement vécu dans et par les livres, et j'avais eu envie d'aller dans cet endroit assez retiré, assez perdu même, sans confort, sans trop de confort, sans route, parce que je pensais là-bas, y trouver un contact avec la réalité. Je me disais que là-bas, le contact avec la réalité serait inévitable. Je cherchais peut-être des épreuves, de ce point de vue-là, j'ai été servi. J'avais demandé ce collège à Maripasoula qui était classé rural isolé, ça me plaisait bien, rural isolé avec de la forêt partout. Voici pour commencer une évocation de la première nuit dans ce petit village. Ça s'appelle Nuit paisible. Un fou rire dans la nuit, inaudible forcément, mais irrésistible. Allongé sur le matelas orange qu'un couple de blancs avenants nous a prêté, on écoute, d'abord agacé, puis perplexe, puis hilar. Rural et isolé, nous avait-on dit. Un pays dont la langue est faite de feuilles et d'eau, ai-je osé. Qu'on en juge. Il est bientôt minuit. Les perroquets et le singe des voisins d'en face se sont tus et dorment sans doute. Juste derrière la cloison, en basse continue, lancinante et grognante, s'insinue la plainte des 2 pécaris captifs qui occupent le poulailler attenant à la bicoque et essaient de défaire leurs liens. Ils s'échappent régulièrement, ce qui donne lieu à des scènes de poursuite dignes d'Atari, le navet colonial d'Howard Hawks. Par intermittence, des kidams, sans doute éméchés, passent devant la fenêtre, sans vitre ni volet, et s'interpellent dans l'une des 4 ou 5 langues que l'on entend ici. Taki-taki, portugais, créole, hollandais, bribes de français. Si d'aventure on parvient à s'endormir, on peut espérer faire des rêves multilingues et acquérir sans effort les bases d'une grammaire bizarre. Plusieurs sonos, probablement beaucoup plus grosses que les maisons qui les abritent, diffusent à tue-tête des musiques métissées qui ne s'accordent pas. Côté fleuve, une rengaine en français parle de chemise et de couleur de peau. Côté terrain de foot, un rugissement que j'identifie d'abord comme le cri de douleur de quelques fauves blessés, m'initie aux subtilités du raga ou raga muffin, sorte de rap agressif matiné de reggae, qui est malheureusement sans aucun rapport avec le raga de la musique classique indienne qui m'était beaucoup plus familier. Côté bordel, c'est la maison aux longs balcons de bois et aux lanternes rouges où officient les prostituées dominicaines. Quelques notes légères de bachata tentent de se frayer un chemin. Côté bar, la fête bat son plein au rythme de ce que je ne sais pas encore être de la brega,
un rock brésilien très populaire, que je finirai d'ailleurs par apprécier beaucoup. Mais tout cela n'est rien. Une coupure d'électricité, elles sont Dieu merci très fréquentes, une averse violente sur les toits en tôle ou la fatigue des habitants sont susceptibles d'y mettre fin en une accalmie provisoire mais savoureuse. Tout cela n'est rien en comparaison de ce dont sont capables les chiens et les coqs. Cela, un tremblement de terre, de toute façon improbable en ce pays, ne saurait les arrêter. Dans la journée, efflanqués, apeurés et hargneux, les chiens jaunes du village rasent les murs. S'il est rare qu'un coup de fusil vienne abréger les souffrances de leur vie de chien, les cailloux pleuvent à la moindre occasion. Quand s'abat la fournaise des 3 heures de l'après-midi, ils s'enterrent dans la poussière, lèchent leurs plaies roses et se grattent mollement avant de s'endormir. Mais à la nuit tombée, ils se vengent. Arpentant les rues en meute menaçante, ils cernent les maisons, la nôtre surtout, unissent leurs plaintes en un cœur démoniaque et hurlent contre la justice humaine, contre leurs plaies et leurs plaques, contre la présence ou l'absence de la lune, contre la meute d'en face, contre le silence ou contre rien. Tout l'espace alors, et pour un long moment, n'est plus que hurlement. Le caractère à la fois imprévisible et inévitable de ces grandes crises cosmiques qui interdisent temporairement la conversation, le sommeil, l'écriture et la respiration, crée une tension permanente qui donne l'impression de vivre en apnée. Voici déjà tout un paragraphe sans une plainte, il faut se hâter de finir avant les prochaines salves. Au risque d'offenser les divinités canines qui en ce moment me surveillent, et par conséquent de déclencher une fureur qui m'empêchera d'écrire un mot de plus, je dois pourtant avouer que la palme de la cacophonie tropicale revient, à mon sens, aux coqs. Juchés sur les tôles du toit, les coqs sont les seuls à tenir tête aux chiens, et même, souvent, à couvrir de leurs cris étranglés la clameur des aboiements. En fait, je ne crois pas que les coqs se préoccupent des chiens, pas plus que ces derniers ne leur prêtent attention. Ils ont leurs propres affaires à régler, en l'occurrence, cocoriquer plus fort que le voisin, ou le chasser du toit. Ceci expliquerait en tout cas les courses-poursuites des volatiles au-dessus de nos têtes, grincement des ergots sur la tôle comme 100 craies qui crissent sur le tableau noir de la nuit. Leur présence anormalement nombreuse, mais où sont les poules, et leur activité nocturne continue soulève quelques interrogations. Pourquoi tant de coqs et si peu de poules ? Ai-je demandé tout à l'heure à Jean. Jean, c'est le fils aîné de Maïté, la personne qui nous logeait. Il m'a expliqué que les poules sont coriaces, mais qu'on les mange quand même, alors que les coqs sont immangeables. Bon, je n'en doute pas. Et pourquoi crient-ils toute la nuit ? J'émets pour ma part l'hypothèse qu'à l'instar des merles des grandes villes européennes, ils estiment que le village est, pendant la journée, trop bruyant pour qu'ils puissent se faire entendre, et qu'ils profitent de ce qu'ils considèrent bizarrement comme une période plus calme pour s'égosiller. L'après-midi, réservé à la sieste, ne peut être considéré comme une période calme. En fait, ce n'est pas une période du tout, mais un trou noir dans lequel le village entier, coqs et chiens compris, sombre comme un caillou au fond d'un puits. Plus tard, un jour où nous traverserons ensemble un autre village plus petit et plus tranquille que le nôtre, car Maripasoula n'était pas du tout un village tranquille, Mélène, une des sœurs de Jean, s'exclamera que le silence lui fait froid dans le dos. Ici, pour ses habitants encerclés depuis toujours par la forêt et le fleuve, le bruit semble une manière de se rassurer, de resserrer les liens d'une collectivité qui importe plus que l'individu face à une nature toute puissante. Mais pour qui vient d'un pays de neige et de silence, pour qui aime le silence, est-ce que c'est vivable ? Est-ce qu'il est possible de vivre, et accessoirement de dormir, dans cette fournaise et ce vacarme ? Est-ce que ça peut durer sans que les nerfs se vrillent et cassent ? La réponse est si évidemment négative qu'il vaut mieux en rire. On finira de toute façon par s'abîmer dans un sommeil saturé de sons et peuplé de plumes rouges, de crêtes, de becs et de crocs. Voici donc pour l'arrivée, la première nuit dans ce pays de cocagne guyanais, on est quand même resté 7 ans finalement. Je crois que pour moi c'est peut-être d'abord cela, la Guyane, l'Amazonie, c'est une expérience sonore assez inouïe. Et puis c'est aussi les couleurs, la lumière. Je continue avec une errance, une des premières errances dans les ruelles du village, avec un extrait d'un chapitre qui s'appelle « Incertain au bord du fleuve ». Première sortie, un peu hagard, 37 degrés, 38 degrés,
et un peu en aveugle. Naïades massives et bariolées, se prosternant en cadence au-dessus du cours, comme pour quelque liturgie fluviale, 4 femmes lavent le linge. Le rouge et le jaune flamboyant de leurs robes contrastent avec le noir des rochers et le brun crémeux de l'eau. Vert éclatant des arbres, ocre rouge des pistes, bleu sans nuance du ciel, orange sanguin du soleil. Tant de violence dans la lumière et les couleurs fait tourner la tête. Peut-être aussi n'aurais-je pas dû boire jusqu'au bout ce café invraisemblablement fort et parfumé que Maïté a offert tout à l'heure dans un verre de plastique rouge, le café du diable. Depuis, tout mon corps est parcouru de tremblements et je perçois les saveurs et les sons avec une acuité surhumaine. Je file vers le rivage. Au lieu des sensations habituelles d'ouverture et de fraîcheur que procure le fleuve, une bouffée de tiédeur pourrissante me saisit. Je pensais partir en repérage, moissonner des images, engranger des paroles, mais je reste là sans un mot, chauve-souris sans sonar, à regarder de loin les remous. D'ici à cette terre que j'aperçois à peine, et qui n'est pas l'autre rive, mais une île, il y a déjà plusieurs fois la largeur du Rhône à Lyon. C'en est trop, je change de direction. Chemin sanglant, criblé de nids de poules, bicoques en bois devant lesquels des hommes se redressent et saluent sans surprise, mais avec un sourire dénué d'ironie, l'intrus égaré. Des oiseaux bleus, Tangara évêque, de gros lézards verts ou jaunes, d'énormes coqs, des pirogues et des palmiers défilent dans le paysage, un Chagall tropical. Il y a foule sur le dégrade, le débarcadère qui est la véritable porte d'entrée du village et que signale solennellement la silhouette décharnée du grand fromager sacré, un arbre au tronc gris clair recouvert d'épines qui déploie à 50 mètres du sol le parasol troué de ses 4 branches. Une dizaine de pirogues décorées de motifs bigarrés s'enchevêtrent dans la cohue. Les visages se tournent vers ce jeune homme livide qui n'a pas l'air de savoir où il va. Faute de pouvoir m'évaporer tout de suite, je bifurque à nouveau par le premier layon venu. Celui-ci est barré de tonneaux rouillés, de détritus et de ronces. Voici même un cimetière de véhicules à moteur, dont un authentique camion poubelle en passe de retourner à l'état végétal. Il n'y avait pas de route là-bas. Jean me racontera plus tard son acheminement épique, en équilibre sur 2 pirogues, puis sa très brève existence sur les pistes du village, jusqu'à l'accident final. Salut carcasse, on essaiera de durer davantage. Malgré cette atmosphère un petit peu déconcertante au premier pas, je dirais que les premiers temps au village à Maripasoula sont extrêmement heureux. Je trouvais important d'essayer de dire aussi cela, de dire la douceur de ces moments. On était bien au village, on était bien intégrés, bien accueillis. Nathalie, ma femme, travaillait dans un magasin d'orpaillage et nous participions comme nous pouvions aux activités du village. Alors je vais vous lire ce souvenir heureux qui s'intitule « Le couac ». Le couac, c'est la farine de manioc. Toute la famille est réunie autour du feu pour la préparation du couac. C'est la farine de manioc qui est la base de l'alimentation locale. Après avoir gragé, c'est-à-dire râpé, les tubercules, et en avoir enlevé le jus toxique en la pressant dans de longues couleuvres tressées, il faut écraser la farine à l'aide d'un gros pilon de bois que les femmes manient d'une seule main, en cadence et en chantant. On aide comme on peut. Je m'empare à mon tour du pilon, que j'ai peine à seulement soulever, ce qui provoque l'hilarité de ces dames. On se contentera d'étaler la farine sur les platines pour la faire cuire. Ce pourrait être une scène d'un exotisme incroyable, mais l'exotisme s'évente et cède la place à une réalité nouvelle, d'une bienveillante banalité. On se tient là, dans la chaleur de cette matinée de saison sèche, parmi les chants des femmes et les stridulations des insectes, ruisselants, insouciants, oublieux de cette vie d'avant à laquelle on ne pense pas tellement, au plus loin de soi-même et de sa propre histoire, dont on s'est détaché, au plus près de ce rêve indistinct qu'on poursuit malgré soi. Couleur primaire d'une luminosité admirable, geste parfait, voix impeccablement timbrée de Maïté et des femmes du village, moment de grâce où tout semble sonner juste. Ça n'est pas si fréquent. C'est aussi le temps des premières expériences de la forêt. Je crois que pour quelqu'un qui
qui est jamais allé dans la forêt amazonienne, le premier contact est quelque chose d'inoubliable. En fait, tous les autres aussi, mais bon. J'allais ensuite passer beaucoup de temps à marcher dans cette forêt. J'allais apprendre un petit peu à m'y repérer, un petit peu en tout cas à trouver mes marques, à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a tout un apprentissage de la forêt. Mais voici une évocation de la première fois, une fois de plus. Première leçon de la forêt. Première plongée. J'ai mis derrière nous quelques images de cette forêt-là. Plus de repères. À 3 mètres de la piste, on est déjà perdu. Vu d'en haut, cette forêt évoquait l'océan. De l'intérieur, c'est encore plus vrai. J'ai plongé. Tout étouffe. Tout est saturé d'humidité et d'âcres remugles de fermentation. Lilliputien aveugle, j'avance à tâtons entre des fougères épineuses dont la plus petite arrive à hauteur du nez. Où est le beau? Où est le haut? Où est le bas? Où la gauche? Où la droite? Arbres partout. Fumée d'arbres, poussière d'arbres, sueur d'arbres, lumière d'arbres. Et encore, si tout cela avait un sens. Mais les arbres poussent sur les arbres. L'horizontal et le vertical se confondent. Tout bascule et se bouscule. Partout, les plantes inventent 1000 ruses, 1000 formes pour capturer la lumière. Boucliers, cœurs, étoiles, lianes épaisses comme des troncs qui enserrent d'autres troncs. Gerbes de jardin suspendues à 40 mètres du sol. Mais au fond, dans la cuvette où je piétine, c'est presque la nuit. Parfois, la lumière bleue intermittente d'un morpho traverse, ou l'éclair orangé d'une fleur d'alisier, ou encore un ray de lumière qui, frappant une feuille pourrie, rallume un semblant de rouille. Mais en fait, tout est vert. Du vert tendre de la mousse ou des feuilles tendues vers le soleil, au vert sombre des troncs et jusqu'au tapis de feuilles mortes qui semblent baignées de vert. Quand, émergeant de cette plongée, on retrouve la piste, on constate avec stupéfaction qu'il ne s'est pas écoulé 10 minutes. Le souffle manque encore, mais on apprendra. C'est ce que je ferai ces 7 années durant. Ça, c'était les débuts. Ça commence bien, mais ça ne va pas durer. Évidemment, les choses se gâtent, parce que le pays est un pays violent. Il y a dans toutes les aventures amazoniennes des passages obligés. Le cliché nous guette à tout moment. Et parmi les passages obligés, il y a, je vous épargnerai la chute du boa, et je pourrais faire aussi, hein, mais il y a la maladie. Avant d'écrire ce chapitre, j'ai souvent raconté cette histoire en classe pour montrer de quel type d'expérience peut naître un récit fantastique. Voici un extrait du chapitre qui s'intitule « Chute avec et sans filet ». Piailler. Un piaille, c'est un sortilège. Bonsoir à tous. À demain. Non, monsieur, pas à demain. Bon, pourquoi tu viens pas? Tu vas aider à la bâtie demain? Non, monsieur, c'est toi qui viens pas. Moi? Bah, si, je viens en cours comme tous les jours. Non, monsieur, demain tu es malade. Sympa. Quel est l'impertinent qui m'a dit cela? Impossible de revoir son visage, ni de me remémorer son nom. Ce n'était pas un familier, plutôt un de ces enfants distants qui restent au fond de la classe sans se faire remarquer. Si je n'entendais maintenant encore assez distinctement sa voix grave, accentuant les syllabes sur un ton de défi, j'en viendrais à douter de la réalité de cette conversation, à laquelle, sur le moment, et bien à tort, je n'ai pas prêté attention. Une parole de mauvais augure, bien sûr, mais je n'en étais déjà plus à un signe près. En règle générale, prendre garde à ces avertissements infimes que la vie parfois nous réserve, une marche qu'on rate, un marteau qui dérape, me semble salutaire. L'inquiétude ravive la vigilance et rien n'est anodin. De jour en jour, on se laisse porter par le cheval fatigué de nos manies, de nos lâchetés. On parade paresseusement en tentant d'ignorer que nous sommes en vérité toujours sur le point d'être désarçonnés. C'est pourtant qu'une fois à terre, que quelque chose de vrai peut émerger, je crois ou je croyais en la vertu des chutes. Ici, cependant, on risque vraiment de ne pas se relever. Faire la sourde oreille et regarder ailleurs est peut-être l'attitude qui convient. Sinon, au bout de quelque temps, un mois peut y suffire,
On dort avec des cristaux de quartz dans les mains pour se protéger des esprits. On se promène nu à 4 heures du matin pour débusquer les piailles, ces poupées maléfiques très en vogue au village. Et l'on se prend pour la réincarnation d'une divinité inca. C'est ce qui est arrivé à R, qui prétendait sans rire que c'était pour lui que les tambours battaient chaque nuit et qui a disparu. Je flâne dans les allées désertes. Je rentre en traînant le long de ce chemin défoncé dont les cratères sont encore remplis d'eau croupie. Des espèces de punaises aquatiques géantes y attendent qu'un pied ou un sabot s'enlise jusqu'à leur mandibule. S'y arrêter d'ailleurs était souvent tout à fait passionnant. Passons. Je contemple ce crépuscule trop bref, ce ciel trop bleu, ces palmes trop vertes, saluant au passage les habitants de l'avenue, bipèdes hilars, gamins nus et pécaris apprivoisés. Allongé bientôt sur le matelas orange, j'écoute les appels tonitruants, les cris des enfants et des perroquets, le bombardement des sonos. Elle est bien dure, cette voix qui soudain m'interpelle. « Mais voyons, tu pourrais venir aider. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors ?» Ben non, je dors pas. Non, je ne sais pas pourquoi je ne réponds pas, ni pourquoi je ne me lève pas. C'est sans raison, tu sais, sans raison. Par simple paresse. Parce qu'il est doux d'être allongé là à ne rien faire, à écouter monter le cliquetis des insectes, à sentir vibrer les basses, à regarder le plafond vert, les murs verts, l'ampoule nue qui danse au-dessus de la tête et dessine des soleils rouges, des lunes bleues, des étoiles roses, des dragons multicolores qui tourbillonnent sur le plafond vert. Toutes ces lumières et ces couleurs qui tournent, ces petits personnages à la peau sombre et aux yeux rouges qui traversent à vélo le ciel vert et remontent le fleuve à la nage. Je ne réponds pas, je ne bouge pas, je me sens bien. J'ai même un peu froid. Dans la maison, il fait pourtant 35,5 degrés, mais la température de mon corps, elle, est déjà montée à tout juste 41. Cela équilibre. À propos, ce gamin de tout à l'heure, je crois qu'il ne faisait pas partie de ma classe. Le temps ordinaire s'est arrêté pour laisser place au temps sacré de la maladie. Vieillard précoce, je marche à petits pas le long de la piste principale, appuyé sur ton épaule, et il est bon d'avoir ton épaule pour support, car je pourrais aussi bien être seul, et dans ce cas, je serais resté sur le matelas sans appeler quiconque, parce que la vie n'aurait pas valu de faire davantage d'efforts, et que j'aurais eu l'assurance d'une mort assez confortable. Je claque des dents. J'aime beaucoup jouer ce rôle de grand malade, même s'il m'est impossible d'en jouer un autre et que ton inquiétude me peine. J'essaye de presser un peu l'allure afin de t'éviter la brûlure du soleil, mais la terre se dérobe. Autour de nous, les visages attristés des voisins apparaissent et disparaissent comme dans un rêve. Comme dans un rêve, nous dérivons à travers le village jusqu'à ce banc sur lequel je m'effondre pendant que tu te mêles à la foule bigarrée qui, comme chaque matin, est massée autour de l'unique guichet du dispensaire. Tout se perd dans le simple bonheur d'être étendu. Je ferme les paupières. Quelque chose ici va finir. On m'a piaillé, c'est un fait. Pourquoi moi? Je suis un nouveau venu, j'ai rien à voir avec les affaires du village. Sans doute j'aurais vexé quelqu'un, sans le vouloir. Un avertissement, mais de quelle gravité? Oh, là-bas, chez nous, je n'y crois pas. Je ne crois pas en la magie. Mais ici, cela ne fait aucun doute. Un mauvais sort. Le docteur me prend le bras, nous reprochant d'avoir fait la queue. Pourquoi? Ma petite fièvre de jeune métropolitain bien portant ne devrait pas me donner de préséance par rapport à ces femmes, ces enfants, ces hommes venus de la forêt avec des mots autrement plus sévères. Je puis parfaitement marcher, voyez-vous, cette perfusion ridicule n'était pas nécessaire. Je dis, puis je m'écroule, emportant au passage perfusion et tuyaux dans un vacarme de bande-son qui déraille. Je passe quelques pages et quelques épisodes. Dans la lumière crue du matin, je découvre mon corps curieusement déchardé. Je pense que cela peut finir. Après tout, ce serait dans l'ordre des choses. Neuropalus foudroyant, d'un hémorragique, amibe maligne, ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Je constate que cette perspective, égoïstement, ne m'affole pas du tout. J'échafaude de complaisants scénarii qui ne m'atteignent pas. L'hélicoptère viendra me prendre et ce sera trop tard. Je mourrai en plein ciel. Amen. Je suis simplement triste pour toi, dont le retour sera amer, pour mon père et ma mère, qui resteront tout seuls. Évidemment, c'est un peu tôt, j'aurais voulu, il aurait fallu. Ce livre à finir, cet enfant que nous n'aurions pas fait, à qui je n'aurais pas raconté. Mais un voile d'indifférence protectrice m'empêche d'être là.
Il nous est si rarement donné d'accueillir l'ampleur de la vie. Pourquoi l'obstacle d'une telle insuffisance serait-il levé quand il s'agit de la maladie ou de la mort, qui ne sont de la vie que le versant le plus abrupt? Ce n'est pas moi qui meurs, mais un autre, que j'observe de loin dans cette mise en scène. Ah, les autres jouent leur rôle avec moins de distance. Le docteur s'exaspère, qui ne comprend pas le mal qui m'assaille, qui crie au téléphone parce que les analyses envoyées à la capitale ont bien évidemment été perdues. On me soigne contre les amibes, contre la malaria, que sais-je encore. L'amère comprimée de quinine me fait vomir avant même d'atteindre ma bouche. Parfois, les têtes des enfants apparaissent à la fenêtre et me sourient. Ce ne sont certes pas ceux-là qui m'ont joué ce tour. Les heures s'écoulent sans qu'on y pense, écrasant le temps comme peut le faire aujourd'hui ce présent intemporel qui mêle les époques. Épilogue. La crise a cessé d'un seul coup. Les couleurs semblent neuves et lavées comme après un orage. L'espace se rouvre, je m'allonge dans le hamac, sur la petite terrasse de la maison verte, la pipe verte à la bouche, le chat orange sur les genoux. Je pèse 47 kilos, un progrès manifeste sur le lent chemin de ma dissolution. La vie est un miracle. Fin de ce passage obligé de la maladie. S'il n'y avait que cela, ça va se gâter encore un peu plus. Voici une évocation de la situation au village. C'était l'année 2000, une année particulièrement noire. Marie Passoula n'est pas toujours aussi rude. Je ne voudrais pas faire une mauvaise publicité à Marie Passoula, mais cette année, c'était particulièrement tendu. On en a déjà parlé cet après-midi, mais l'orpaillage engendre la pollution, la misère, la violence. Marie Passoula était en première ligne de cette violence. Nous assistions en spectateurs impuissants à tout ça. Dans le livre, je voulais aussi, à mon tout petit niveau, témoigner. Voici quelques textes intitulés « Le radeau et la mer ». Assis dans cet enclos où l'air n'arrive pas, trop faible pour repartir chercher en forêt le silence et la fraîcheur qui me manquent, je regarde la rue. Va et vient des coqs, toujours là, carillon des caciques, les chiens sont enterrés, indifférents au monde. Peu de monde d'ailleurs, les lignes sont floues, on peine à faire la mise au point. Voici un homme qui traverse la rue comme un somnambule en plein jour. Il ne titube pas, mais il a l'air hésitant de celui qui revient à la lumière après avoir traversé un tunnel. Orfeo Negro. À son teint jaune, à ses traits tirés, à sa maigreur remarquable, on reconnaît un orpailleur brésilien qui rentre d'un séjour en forêt. Pas un de ces riches patrons du village qui parle fort, parade en 4x4 sur les 20 km de piste et paye en pépites d'or des factures de 50 000 francs. Nathalie, qui sait maintenant dire corps de pompe en portugais et connaît tous les orpailleurs par leur prénom, pèse les pépites et les enferme avec soin dans le coffre du magasin. Plutôt un de ces pauvres gars venus clandestinement tenter leur chance ici et que l'on rencontre parfois au détour d'un chemin, complètement perdu. Je n'ose pas le saluer, car il faudrait crier, l'interpeller, au risque de le faire tomber. Son regard ne croise pas le mien. Matin paisible. Je remonte à pied la piste qui va du fleuve au collège. Une demi-heure de marche, habituellement ponctuée de bonjours et de palabres. Mais il n'y a plus personne. Une porte s'entrouvre et se referme. Les rares visages aperçus sont crispés, les regards fuyants. Cette nuit, notre vieille voisine amérindienne, a été tuée de plusieurs balles perdues, tirées, dit-on, à bout portant. Ce n'étaient pas des feux d'artifice, ni des pétards qui m'avaient réveillé, mais des tirs de Kalachnikov. Il est chanceux l'homme qui, comme moi, ne sait pas faire la différence entre le bruit d'un fusil de guerre et celui d'un pétard. Quelques balles ont atteint notre toit. On m'explique ce que je sais déjà. On me raconte. Dans ce territoire reculé qui échappe en partie au contrôle de l'État, nombreux sont les hommes qui viennent des pays voisins pour travailler dans l'or. Ils se voient confisquer leurs papiers et triment pendant quelques mois dans des conditions inhumaines. La paye, quand elle arrive, permet de nourrir des familles lointaines ou bien est dépensée au bordel et au bar. Mais la paye, souvent, n'arrive pas. Certains se révoltent, s'enfuient du chantier, reviennent pour prendre l'or. Il y a quelque temps, 2 personnes ont été tuées dans une attaque, la cuisinière du site et l'un des assaillants. Peu de temps après, les hommes de P, un des gros orpailleurs du village, ont capturé 6 Brésiliens et les ont torturés.
Épines de palmier kunana plantées sous les ongles, brûlures de cigarettes, début d'immolation. Parmi les tortionnaires, il y avait des parents que je croise tous les jours. Comme dans tout bon western, chacun connaît leur nom et chacun se taira. L'un des rescapés, laissé pour mort, est parvenu à ramper jusqu'au dispensaire. Parfois, le Brésil affrète un avion militaire pour évacuer ses ressortissants. On enquête. On envoie l'armée, ces commandos vêtus de noir qu'on croise alors au petit matin, rampant dans les fossés, pendant qu'on part admirer les oiseaux. La situation se calme, tout est oublié, et puis tout recommence. Cette fois, les miliciens ont pénétré chez tous les Brésiliens. Ils ont pris les radios, les quads, les bijoux. Ils ont aussi menacé les Indiens de représailles, car leur territoire est l'objet de convoitise, et qu'ils pouvaient faire ainsi d'une pierre, d'une balle, plusieurs coups. La rumeur maintenant se propage. Toutes les filles indiennes du collège vont être violées. Ils l'ont dit. Je regarde, éberlué, la file des Indiens qui quittent le collège et se dirigent vers les longues pirogues qui les attendent pour les ramener dans leur village, à quelques heures de navigation en amont de Maripasoula. Dernier extrait de cette série, Le radeau et la mer, où ça se gâte plus intimement. Soirée presque silencieuse. Assis sur le lit, je commence à lire à voix haute un texte qui, pour un moment, doit nous extraire de ce bouillant marigot. Les mots sonnent justes. Je sens le souffle qui monte, le paysage qui s'anime, quand une salve d'aboiements m'interrompt. Je reprends la lecture. Les aboiements redoublent. Toute la bande beuglante des bâtards éclopés se tient rassemblée dans la rue, comme toujours, comme pour un mauvais coup, sans la moindre considération pour la souffrance et le besoin de repos des humains. C'est la guerre. Une sorte de bataille navale avec canons et torpilles. Je sens qu'une corde casse. Je bondis, je rugis, m'empare du grand arc Wayana qu'on m'a vendu tantôt et déboule, demi-nu, dans la rue. Je crie des mots terribles, maudissant les chiens, le village, le pays, la terre entière. Don Quichotte à l'assaut des moulins, je fonce sur la meute avec une fureur épique en brandissant l'arc comme un fléau. J'entends à peine cette voix qui me lance « Faites pas ça, monsieur Lionel, ils vont vous mordre !» Les chiens sont là. Le colloque des corneaux réunis en cercle permanent sous le disque lunaire de l'unique réverbère. Ils me regardent courir sur eux sans broncher. Certains commencent à montrer les dents. J'hésite un instant, puis sonne la charge en hurlant de plus belle « C'est moi qui vais vous mordre !» Prêt à en découdre une bonne fois pour toutes. Par prudence, plus que par peur, avec peut-être un brin de commisération canine, les clébards courbent l'échine et s'égayent aux 4 pistes du carrefour. Je rentre sans un regard pour l'alignement des voisins consternés ou narquois. Je me rassois sur une chaise en métal et laisse retomber la tension, prostré, tremblant, anéanti. Quand, peu après, les chiens qui ont repris leur position se remettent à hurler, je ne réagis plus. Vaincu, un éléphant pourrait venir barrir sous la moustiquaire, ça ne me concerne plus. Je ne pleure même pas. Je regarde, à l'intérieur de moi, l'eau qui suinte entre les rondins du radeau. Tout de même, ça a continué, et malheureusement, il reste encore une étape à franchir, une dernière étape. Je ne pouvais pas terminer cette évocation de Maripasoula sans vous amener faire un tour en pays indien. Parce que sinon, je vais avoir des problèmes avec le comité du tourisme de la Guyane. Ils vont dire que je ne donne pas envie d'y aller. Alors, je vais vous emmener en pays indien, pour terminer. Je pense que ce que je vais vous raconter là, on aurait pu le raconter dans tous les endroits où il reste encore des natifs, descendants des peuples autochtones. Allons-y donc pour cette fête funèbre en pays Wayana que j'ai dédiée à une jeune fille morte. Ça commence pourtant, là encore, très doucement. Je pense que c'est un bon résumé de tout ça. Ah, le pays indien, c'était un petit village qui s'appelle Talwen, 2-3 heures de pirogue de Maripasoula. On avait été invités. La douceur de ces paroles assourdies, de ces silences sonores, le cercle de ces huttes
pelotonnés dans un pli du fleuve. L'averse de 5 heures qui glisse en secret sur les toits de palme, la caisse claire d'une tôle, ce sable proprement ratissé comme un jardin de pierre et ne crissant qu'à peine, la beauté de ce lieu comme à l'abri du temps, pour 2 tankers d'essence et 3 paquets de pâtes, ce n'est pas cher payé. Le jeune Aïwen, c'est un de mes élèves, le jeune Aïwen attrape un crapaud trop gros pour la casserole. Il finira quand même à la casserole. Fugue fluviale, le parfum des feux rappelle à la vie nomade. Sur le terrain de foot, devenu piscine, un concours de coassement. On entend ici très étrangement plus aucune dissonance. La place centrale est une petite clairière qu'occupent une dizaine de vieillards assis dans des hamacs de coton blanc à l'abri d'un toit de palme. Tous sont vêtus de shorts manufacturés, à l'exception du plus vieux d'entre eux, qui arbore encore le traditionnel calimbé rouge. Mi-narquois, mi-courtois, on présente aux invités le bol contenant l'amère boisson de manioc fermenté, le kachiri. En guise de remerciement, je désigne du doigt les images du Birds of Venezuela, livre d'oiseaux. Le succès est immédiat. Les hamacs s'agitent, on lance un nom pour chaque oiseau reconnu, que elle transcrit pour moi au crayon dans les marges du livre. Des disputes éclatent, on rit, on se lève pour danser ou mimer des scènes de chasse, on bande des arcs imaginaires en visant la canopée, renversée en arrière en des poses théâtrales. Une grande pirogue aborde qui revient de Maripasoula à 4 heures en aval. Ce sont les gens d'un village de l'amont qu'un Européen, c'est André Cogna dont on parlait tout à l'heure, a fondé en devenant indien, animé par l'espoir d'aider son peuple d'adoption à se protéger des méfaits du consumérisme et de l'alcool. Tous, hommes, femmes et enfants, sont sous. Quelques adolescents déguisés, casquettes à l'envers, pantalons trop larges, descendent en vociférant. L'œil mauvais, un poste de radio calé sur une épaule, je reconnais au passage la Marseillaise dans la version reggae de Gainsbourg, ils passent en titubant devant le carbet et vont vomir avant de repartir. Les anciens n'ont même pas tourné la tête. Nuit de pleine lune. On se lave dans les eaux noires. Le fleuve ici apporte l'essentiel, emporte le superflu. Réserve d'eau potable et de nourriture, il fait office de machine à laver le linge et la vaisselle, de décharge, de salle de bain et bien sûr de sanitaire. Déféquer dans l'eau en pleine nuit, accroché d'une main au rebord d'une pirogue et de l'autre à une racine glissante, est une acrobatie que je recommande à quiconque souffre de neurasthénie citadine. On rejoint le cercle où le père de elle s'apprête à faire le chaman. L'atmosphère est détendue, délicieusement étrange. Le chaman se tient enfermé dans une hutte et psalmodie. Il a commencé son voyage. Quelqu'un lui glisse un bâton enfumé et le public l'encourage par des cris nasillards semblables à ceux des crapauds. Toute la forêt alentour, qu'éclairent les premiers rayons blancs, résonne de leur appel, des whoop, whoop, amples et graves, auxquels répondent les whoop, whoop du chaman et de l'assistance. Elle nous explique que crier ainsi, c'est la tradition. Devant ma moue, elle ajoute sur un ton péremptoire que ces cris aident le chaman. On s'exécute sans broncher. Whoop, whoop. Après tout, on aurait du mal aussi à expliquer en quelques mots à un Wayana la signification de l'Eucharistie, par exemple. Rien de solennel. Le sacré, s'il est là, rôde avec légèreté autour de la clairière, à l'orée de cette cérémonie qui évoque pour l'instant le moment qui précède le lever de rideau d'un spectacle théâtral. On bavarde. La pleine lune alternativement se voile et se dévoile. Toute la place est maintenant baignée par cette lumière lunaire. Le chant du chaman s'élève, mi-parlé, mi-chanté, qui semble peiner à prendre son envol. Soudain, je reçois un vigoureux coup de coude dans les côtes. Elle me glisse à l'oreille. Il y a une jeune fille qui est morte. Mais on ne le sait pas encore. Le village sera triste. Prophétie? Mauvaise farce? Je reste perplexe. La cérémonie se poursuit sans rythme ni conviction de la part des humains, tandis que les crapauds, eux, s'en donnent à cœur joie. Ils ont trouvé la note et la tiennent avec hauteur. Cette suprématie de la nature sur l'homme est une des leçons que je n'aurais cessé d'entendre rabâcher ces 7 années durant. Un coup de feu qui éclate dans la nuit, et même dans la nuit bruyante de la forêt pluvieuse, glace toujours le sang. Là, c'est toute une salve qui vient secouer notre torpeur.
Des hommes commencent à courir de part et d'autre du Carbet et remontent la colline sans qu'aucun des participants de la cérémonie ne bouge. « Ça y est, on l'a retrouvé !» dit elle, qui se lève, m'attrape par le bras et ajoute avec autorité « On va voir !» Voir quoi? Sans un mot, on laisse les anciens et on grimpe au pas de course. Les faisceaux des lampes torchent éclairent par intermittence de hauts murs de bambou et de lianes. Il y a là-haut comme une clameur. À mesure que nous montons, cela s'amplifie, couvre les autres sons. Tout autour d'une sorte de grande hutte abandonnée flotte une odeur d'alcool et de vomi. Beaucoup de gens ont bu aujourd'hui. Nous voici sur la colline. C'est effrayant. Au centre d'un vaste terrain défriché, une cinquantaine d'hommes et de femmes se sont massés autour du Carbet où est étendu, dans un hamac blanc, le corps de la jeune fille. Chacun crie et pleure en se frappant les mains, les bras, les cuisses alternativement. Une vieille femme se roule par terre en hurlant. Ailleurs dans la foule, 2 hommes en viennent aux mains. L'un est armé d'un fusil, l'autre veut le lui prendre. La foule s'écarte, certains se jettent à terre, le canon du fusil oscille comme dans un film burlesque. Les adversaires sont séparés et les lamentations reprennent de plus belle. Insensiblement, la clameur devient chant, prière, violente litanie déclamée à la face de la morte et du ciel. À la lueur des lampes apparaissent et disparaissent des visages grimaçants. Un jeune homme s'est effondré au pied du hamac. La vieille femme, qui se roulait par terre, se relève, crie après lui, puis se retourne vers le ciel en s'empoignant les cheveux et recommence à se frapper les cuisses tout en se balançant d'un pied sur l'autre dans une sorte de transe. Sans doute, il faudrait trembler, se frapper, être affolé. Je reste simplement hébété, mal à l'aise au sein de ce cauchemar qui n'est pas le mien. On m'a oublié, et faute d'avoir pu repérer les lieux, je suis incapable de retrouver le chemin du fleuve. La pluie se met à tomber, balayant l'esplanade et noyant les clameurs. Je suis poussé jusque sous le Carbet, où la foule se presse, silencieuse à présent. Des sanglots, des yeux rouges, des poings serrés. Un coup de torche éclaire alors le visage de la morte, ce beau visage lisse et rond, ce beau visage de dormeuse épanouie. Je le regarde sans penser, intensément, comme on regarde la lune. Sa beauté, son calme me sidère, je ne peux plus bouger. Des hurlements me tirent de ma contemplation. C'est un enfant qui crie, un garçon de 4 ans, qu'on traîne, terrorisé, devant le cadavre de sa mère. La scène se perd dans la nuit, rideau, fondu au noir, on ne peut en dire plus. Les clameurs se sont tues. Au Carbet commun, la cérémonie était terminée. Longtemps encore, j'ai écouté la pluie tomber et les hommes parler dans leur langue, belle langue pleine de sons inconnus et doux comme le clapotis de l'eau. Puis j'ai sombré. Le taux de suicide du peuple Wayana est un des plus élevés au monde. Chaque année, nous apprendrons le suicide d'un jeune Amérindien et ça continue encore et encore. Et c'est une catastrophe. Allez, je peux pas vous lâcher sur un truc pareil. C'est plombant, hein. Ouais, non, là, je vais terminer avec une note colorée et belle, parce que le voyage se poursuit. Je dirais que la première partie du livre amène à une impasse. Il y en a 2 autres. Je raconte ensuite, j'évoque une rencontre très forte avec un jeune Amérindien de mes élèves, qui nous a accompagnés 6 années durant, qui s'appelle Eliton dans le livre. Et à ses côtés, j'ai arpenté toute la forêt, toute la Guyane pendant toutes ces années. Ça a été une manière d'entrer véritablement en contact, je pense, avec le pays, avec la Guyane. Je pense que sans cette rencontre, je n'aurais pas écrit le livre et puis je serais resté extérieur à la Guyane. Alors pour terminer, je vais vous lire un tout petit passage qui s'intitule Le coq de roche. Le coq de roche, c'est cet oiseau que vous voyez derrière moi, d'un orange extraordinaire. On le voit de temps en temps passer. Et voici une évocation rapide de tous ces moments-là. Vive la nostalgie. Nos courses, nos jeux, nos silences. Cette soif d'exploration, cette frénésie de forêt et de mer, comme s'il fallait rattraper le temps perdu. Et comme si le temps nous était compté.
Nous avons l'éternité à rattraper et le temps, en effet, nous est terriblement compté. Midi sur la plage, nous saluons la mort, ces méduses échouées, ces tortues sans yeux, ce dauphin rose pourrissant dans les algues. Minuit sur la plage, nous saluons la vie, cette tortue gigantesque qui, ahanant et pleurant, a fini d'enterrer ses œufs et rassemble ses dernières forces pour regagner le large. Aigrette, aux pattes brûlées, nous fouillons les rochers à la recherche de ces minuscules poissons argentés qu'Eliton me montre avec un contentement encore enfantin. Jeunes jaguars, nous avançons à pas de fauve dans le fouillis des fougères avant de bondir sur une proie invisible. Moutons paresseux, nous parcourons en 7 heures un sentier dont les hommes font le tour en 20 minutes. Trottinant au bord de la piste comme un gros chien couleur chocolat, le puma s'enfuit à notre approche et disparaît dans le sous-bois, à la trace de sa patte lourde imprimée dans la terre. Aventuriers intrépides, chasseurs magdaléniens, nous nous glissons à l'intérieur des grottes où les chauves-souris gîtent par centaines. Là dehors, joyaux orange vif dans l'écrin forestier, le coq de roche danse entre les taches de lumière. Ce jour-là, je me laisse aller à ces paroles peureuses. La semaine prochaine, il faudrait revenir. Aussitôt, la beauté de l'instant se ternit, les barreaux s'abattent et la réponse cingle, salutaire. La semaine prochaine, ça n'existe pas. Je ne serai pas là. Les plumes oranges du coq de roche ne brillent pas dans l'obscurité des cages, mais seulement dans la lumière changeante de certaines aires provisoirement dégagées, en un lieu et un moment dont le choix appartient au soleil et à l'oiseau danseur. Vouloir en retenir la beauté, c'est la perdre aussitôt. J'espère avoir réussi à faire résonner jusqu'à nous un petit écho de cette beauté, de cette cruauté amazonienne, que j'ai quand même tenté d'attraper, comme le font les oiseaux avec les lucioles. Je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère n'avoir pas trop plombé l'ambiance ou insisté sur le côté obscur. Dans la forêt, il y a de l'obscurité. Est-ce qu'on a encore quelques minutes, quelques secondes pour dialoguer? Je sais qu'on est un petit peu en retard sur le planning. On va prendre 5 minutes. 5 minutes très vite. Ouais. Sinon, on peut... Enfin, je sais pas, comme... Est-ce que vous avez une question juste une question, alors ça va. Qu'est-ce que vous avez préféré durant votre séjour? La forêt. C'est une drogue, la forêt. D'ailleurs, c'est pas un hasard si je suis revenu dans un pays de forêt. C'est une drogue. C'est quand même différent. Non, très peu. Honnêtement, les sensations qu'on a en été quand on se promène dans la forêt à Beldon, moi je retrouve l'Amazonie tout le temps. Ça vous ennuie de mettre le micro, Oui, pardon. s'il vous plaît? Il fonctionne toujours? Je crois qu'il fonctionne plus. Ah si, ça fonctionne toujours. Oui, je disais non, les sensations qu'on peut avoir quand on se promène, moi quand je me promène, je remonte des criques ici dans la forêt de Beldon. Moi je retrouve l'Amazonie tout le temps. Et c'est pas un cliché quand on imagine, je vois avec les enfants, quand on a travaillé sur l'Amazonie, on imagine, c'est des clichés qu'on a dans la tête, ouais. Toute cette verdure, ouais, comme si la verdure nous enveloppait, et puis tous ces oiseaux et ces animaux, ils sont vraiment là quand on y est, ou ils sont cachés, on les entend, on les voit pas forcément. Est-ce qu'on en voit autant que ça? Non, les animaux sont cachés. Je crois qu'en 7 ans, j'ai très rarement vu les mêmes animaux d'une sortie forestière sur l'autre. Donc non, on ne voit pas tout ça dans les documentaires, dans les livres. On fait toujours un condensé. Et les animaux sont cachés, sauf que, ils sont quand même très présents, même quand on ne les voit pas, et très diversifiés. On voit toujours des animaux. Il n'y a pas une fois où on est parti en forêt et on n'a pas vu... il y a des animaux qu'on retrouve toujours, les singes, les paresseux, une quantité d'oiseaux extraordinaire. Donc ils sont extrêmement présents, mais on ne va pas tomber tous les 4 matins sur un jaguar, sur un puma, sur un oslo. Il y a des animaux qui sont évidemment plus discrets. C'est ce qu'on a le plus de chances de rencontrer. Moutons paresseux, on les voit partout, mais il faut savoir les voir après. Le mouton paresseux, on voit partout. Beaucoup de serpents quand même, qui sont... Pour moi, de mon point de vue, toujours une rencontre très très agréable, très sympathique. On ne s'attend pas à
On voit le morpho qu'on croise à tous les coins de forêt, des singes très présents, y compris jusque dans les habitations et dans les villes. Les iguanes sont là partout. Oui, le monde existe. Hein, les bêtes sont bien là. Hein. Pour peu que ce soit dans des conditions un peu particulières, qu'on aille se balader dans le Pantanal à un moment, comme ça nous est arrivé à un moment où le fleuve est encore haut, on peut se retrouver véritablement plongé dans une atmosphère de documentaire animalier où là on va complètement déraper sur les rencontres inattendues. Il y a eu des moments à Saül ou dans le Pantanal où, oui, on voyait sans arrêt des haras, mais il faut s'éloigner un petit peu de la côte, il faut s'éloigner des villes. La chasse, quand même, fait beaucoup de dégâts. Vous avez envie d'y retourner? Oui Écrire. et non. Voilà. Mais écrire le livre, c'était y retourner. Vraiment. Hein. Je crois que pendant toute l'écriture du livre, j'ai refait le parcours. Je pense que je l'ai fait mieux que si j'avais pris l'avion. Je rêvais toutes les nuits. J'ai revécu cette année. Je ne rêvais plus que de Guyane toutes les nuits. J'ai refait le parcours en écrivant. L'écriture permet cela et ça coûte nettement moins cher qu'un Paris-Cayenne. Merci de nous avoir fait découvrir la Guyane avec vos mots. C'est extraordinaire. Merci à vous. Merci. Je vais bien volontiers laisser la place. Merci bien.